On est confronté à un problème de zones humides à notre époque. Alors zones humides qui prennent de plus en plus d'importance parce qu'on s'est rendu compte de l'importance qu'elles avaient dans les écosystèmes, on s'est rendu compte de l'importance qu'elles avaient dans les équilibres, les équilibres tant pour le milieu aquatique que pour le milieu terrestre. Donc ce sont des zones d'interface, ce sont des zones qui vont prendre de plus en plus d'importance de par les changements globaux, changements climatiques, parce qu'on va avoir des zones qui vont être mises en eau si on assiste à une montée des eaux, donc des zones terrestres qui vont redevenir aquatiques. On peut avoir dans certains cas, si on a au contraire une réduction de la quantité d'eau, certaines zones qui vont devenir et se transformer en zones humides mi-terrestres ou mi-aquatiques. Et donc on a besoin de mélanger les deux communautés terrestres et aquatiques pour pouvoir les étudier, puisque donc on a des espèces qui sont vraiment intermédiaires. On a besoin de comprendre comment ces zones vont évoluer, comment on peut les utiliser, comment on peut les préserver, ou à contrario, comment on peut les rentabiliser. Et donc typiquement, le LabEx aura réellement toutes les compétences pour pouvoir se pencher sur ce problème très important, qui est un problème à la fois économique et écologique. Compte tenu des difficultés ou des prévisions météo et climatiques qui vont dans le sens d'un accroissement de la sécheresse, il va y avoir de la compétition pour la ressource pour l'eau, par exemple entre les forêts ou la culture du maïs dans les landes, ou vers donc des compétitions entre agrosystemes et forêts pour les mêmes ressources. Et donc clairement là, va falloir que les spécialistes de ces deux types d'écosystèmes travaillent ensemble. C'est des histoires de rupture de couverts qui sont créées par la juxtaposition entre agriculture et forêt. Donc, dans l'un des cas, vous avez un couvert très pas des homogènes dans l'agriculture, puis la forêt. Bon, ça peut créer des déséquilibres, notamment vis-à-vis du vent, et qui rend disons, les forêts plus susceptibles à des dégâts de vent. Et donc là aussi, il peut y avoir des choses qui sont étudiées à l'interface entre agriculture et forêt. Et je pense qu'on peut multiplier les exemples. Alors l'ABEX, à la base, c'est pas un laboratoire, donc c'est un nom qui peut prêter à confusion. C'est beaucoup plus une notion de réseau et d'association de partenaires autour d'un projet co-construit et co-porté, où justement les gens vont apporter leurs compétences, vont apporter leurs connaissances, et par le biais d'échanges, d'émulation, on devrait dépasser et bouger les frontières de la connaissance en créant alors dans un premier temps, peut-être pas de nouvelles questions, mais au moins en accélérant la réponse à certaines questions et en travaillant les réponses aux interfaces. Et oui, à terme, faire émerger de nouvelles questions, nouvelles problématiques et mettre en synergie en fait toutes les compétences. Puis il y a le même intérêt, comme pour un REC, c'est de faire parler des gens qui naturellement peut-être ne parleraient pas, puisque chacun est dans son EPST, dans son laboratoire, occupé au jour le jour à des projets, à des missions, à des objectifs qui lui sont soit confiés, soit qu'il développe. Et en fait, l'avantage d'un LabEx, comme à l'époque d'un REC, c'est de faire se rencontrer ces gens qui ne se rencontreraient peut-être pas sans ça. Par nature, il est nouveau en ce sens que les partenaires du LabEx finalement regroupent des communautés qui étaient jusqu'à présent assez disjointes, puisque les trois écosystèmes concernés étaient finalement étudiés par des communautés scientifiques qui n'avaient pas trop l'habitude de travailler ensemble. Il y avait dans certains cas des relations, mais elles restaient assez mineures. Et là, ce qu'on attend du LabEx, c'est un peu la valeur ajoutée du LabEx, c'est justement de créer ce dialogue ou cette comparaison entre des écosystèmes différents. La région Aquitaine, en fait, par rapport aux objectifs du LabEx, qui sont des objectifs généraux, globaux, tout à fait universels, offre un terrain de jeu assez unique. Donc en fait, on a pas mal d'outils dans les différentes communautés qui seront utiles
au projet. Et le LabEx va permettre de les coupler, de les intégrer et de les rapprocher. C'est une région où on va trouver différents écosystèmes très emblématiques et très caractéristiques qui, tout en étant régionaux, peuvent être largement extrapolés. Si on considère l'estuaire de la Gironde, c'est un estuaire macrotidal qui est tout à fait représentatif des grands estuaires atlantiques, qui a un fonctionnement qui commence à être bien connu et qui peut vraiment servir de modèle. C'est la même chose pour le bassin d'Arcachon, c'est la même chose pour la forêt des Landes. Donc on a vraiment des écosystèmes qui peuvent servir de support et donner lieu ensuite à des concepts génériques et extrapolables à l'échelle internationale. Les écosystèmes évoluent sous l'influence d'un certain nombre de facteurs climatiques, d'origine naturelle ou anthropique. Et finalement, l'homme en réponse agit également au travers de la gouvernance, au travers de politiques adaptatives dans la gestion des écosystèmes. Donc il faut également considérer la partie sciences humaines et sociales. Donc un des défis du LabEx, c'est de coupler ces différentes approches. Et c'est ce qui était à l'origine donc de la proposition de créer cette chaire d'écologie théorique, précisément sur cette thématique de couplage et d'intégration des différentes approches. Il y a trois grandes composantes. Une composante dissémination, non seulement auprès de la communauté scientifique, mais également auprès des utilisateurs, ce qu'on appelle les stakeholders, qui vont utiliser les résultats, et le public de manière générale. Il y a un volet transfert, et puis il y a également un volet expertise, mais je vais peut-être laisser passer parler Hélène, parce qu'elle connaît mieux ce domaine que moi. L'ABEX a une grosse partie de son activité qui est centrée sur la valorisation au sens large, comme vient de le dire Antoine, vers le public pour l'informer, pour partager, mais également donc, par rapport aux industries par exemple, dont beaucoup ont été des soutiens, c'est-à-dire qu'ils ont manifesté leur intérêt par des déclarations d'intention qui ont, je pense, renforcé malgré tout fortement le dossier LABEX. Et donc à une époque où la notion de développement durable, d'environnement est devenue vraiment importante et où les entreprises se la sont appropriées, le LABEX a aussi comme vocation de les aider à renforcer en fait cette préoccupation et à vraiment la travailler au quotidien et la développer pour avoir vraiment une activité industrielle en tenant compte. On a aussi une forte implication en lien avec les politiques, avec les différentes institutions, les agences de l'eau, les agences de bassin, l'ONF, pour également accompagner les politiques publiques. Alors les accompagner en les prévoyant, mais aussi en évaluant les conséquences et donc vraiment dans des mécanismes d'échange en fait. Au volet formation, on a annoncé clairement une école d'été où on accueillerait donc des étudiants venant de différents pays. Une école d'été qui serait organisée en deux parties. Une première partie qui concernerait ces approches spécifiques un peu intégratives et qui couplerait donc à la fois facteurs physiques, chimiques, biologiques et sciences humaines et sociales. Et une deuxième partie qui serait plus consacrée alors à chaque écosystème. Dans le volet enseignement, il y aura un soutien aux étudiants, aux doctorants, pour aller à l'étranger, dans les laboratoires étrangers pendant une durée d'1 ou 2 mois. Et donc il y aura un soutien financier qui sera accordé à nos étudiants de nos propres écoles doctorales dans le domaine environnement donc de Bordeaux. Il manque une visibilité des formations dans le domaine environnemental et si on peut imaginer des débouchés, on a réellement besoin de consolider en fait ces filières, de les pérenniser et surtout de les travailler en lien avec les différents acteurs, que ce soit les acteurs académiques ou EPST et PIC, et aussi les acteurs industriels ou les acteurs on va dire des politiques publiques. Et donc ça, c'est une forte ambition de Côte. On devrait avoir des spécialistes de l'environnement au sens large qui pourront en fait appréhender un problème de façon plus globale. Pour le moment, on forme les gens très disciplinairement parlant, et donc on fait des très bons techniciens ou ingénieurs dans notre pays. On a parfois du mal à avoir des gens qui ont en fait une culture générale leur permettant d'appréhender de façon globale. Or, un problème environnemental s'appréhende de façon globale. Parce que l'homme, en fait, il a soit une action sur l'environnement, soit il subit l'environnement. Donc en fait, quoi qu'il se passe au niveau environnemental, l'homme est au centre du problème. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, notamment par exemple
un domaine que je connais mieux, l'écotoxicologie. On va l'étudier par rapport aux écosystèmes, on va définir que tel polluant est un polluant prioritaire à bannir, mais on a souvent très peu d'interaction avec la conséquence sur l'homme, donc qui peut être positive ou négative, et puis l'image que l'homme a de cette pollution par exemple. Et donc ça, c'est des questions qu'il faut de plus en plus travailler parce que c'est essentiel au progrès et à l'amélioration en fait de la situation. C'est immense le domaine. Hein? C'est immense. Ah oui, il y a 300 hectares en tout. Ah oui. Ça fait un beau labo. Ah oui.